tous. Donc moi je vais vous parler de la fertirrigation. Le début de ma conférence ce sera un peu sur quelques diapos de rappel sur la satellite, et puis après surtout sur un gros essai qu'on a mis en place sur le VIE Néoterra, Granchet de France, Ouveillan, pour reparler des entreprises qui étaient autour de cette qui est un vignoble sur 40 hectares. J'ai fait le suivi, le conseil, mais on a mis en place un essai. La nutrition de la vigne. Alors certes, en VIE, on peut utiliser de la fertirrigation quand on a de l'eau et qu'on peut utiliser de la fertilisation, mais la première nutrition de la vigne se fait avec un sol qui doit être en bon état, dit biologique, et même si on apporte des nutriments par les tuyaux, il est nécessaire de penser aux amendements organiques ou les engrais verts, tout ce type de technique. On a eu des agréments avec des gens qui sont partis de tout fertirrigation en oubliant un peu quelques fondamentaux. Je rappelle à droite les éléments et leurs conséquences ou leurs effets sur la vigne. L'azote, c'est le premier facteur. Sans azote, on n'a pas de croissance, on n'a pas de photosynthèse, on n'a rien. Je dirais les éléments derrière sont secondaires, ils sont importants, mais l'azote est un des facteurs. Vous avez à gauche les besoins, l'exportation pour 15 tonnes hectares. 15 tonnes hectares, vous l'entendrez souvent aujourd'hui, c'est l'objectif qu'on s'était fixé. Il faut 40 à 70 unités d'azote pour produire 15 tonnes de raisin. Les avantages de la fertirrigation, des apports précis et maîtrisés. On peut amener les éléments directement aux racines, qui sont assimilables. Donc vous verrez tout à l'heure, Ouveillan est en bordure de la zone qui est en cours de 5 années de sécheresse forte. On en est qu'il n'y a plus le vecteur eau qui permet de transmettre les nutriments aux radicelles. Donc aujourd'hui, mettre aux racines avec de l'eau des nutriments, c'est important. Donc c'est le deuxième point, assimilable. Et ça nous permet, vous verrez ce qu'on a fait, le fractionnement tout au cours de la saison. Les conséquences de ça, c'est d'améliorer l'état de la vigne. Ça nous est arrivé une ou deux fois et sur d'autres essais, on fait des corrections de carence avec la fertirrigation qui sont immédiats et très efficaces. Tous les producteurs qui ont des gouttes à gouttes sur la chlorosphérique, dès qu'ils voient que le printemps est un peu difficile, le fer est tout de suite actif. Et les autres techniques en solide, ce n'est pas aussi simple. Des gains opérationnels, alors des processus automatisables et moins de passage au champ, et un impact environnemental réduit si on maîtrise la technique en n'envoyant pas de l'azote ou autre dans les nappes. N'oublions pas les inconvénients, un investissement plus important, une installation d'irrigation du goutte à goutte et le système d'injection, une maintenance accrue, donc là j'ai Marc qui en parlera tout à l'heure, mais d'autant plus qu'on met des fertilisants, puisqu'il y a des phénomènes de minéralisation et de dépôt dans les tuyaux, et donc le suivi est encore plus important. La dépendance à l'eau, alors ça je pensais ne pas avoir à le mettre, mais en 2023 et 2024, on s'est retrouvé face à des situations où on nous a parlé, même sur des gros réseaux comme BRL, d'interruption de l'eau. Donc quand on a une stratégie de fertirrigation et que l'eau s'arrête, il faut repartir à l'ancienne avec les engrais traditionnels. Et puis une gestion technique plus complexe, quoi. C'est plus performant, mais comme tout ce qui est plus performant, eh bien, il faut des compétences plus importantes. Deux grands types. À gauche, vous avez les tanks qui sont... On met l'engrais complètement à dissoudre dedans. Pendant l'injection, le dosage n'est pas régulier, l'investissement n'est pas onéreux. Il est souvent utilisé pour les gens qui ont besoin de passer de parcelle en parcelle. Dans le cadre du VIE, on était plutôt sur la deuxième solution avec un poste central. Alors moi, j'ai suivi Ouveillan et Bram. À chaque fois, on a un poste central de fertirrigation et 40 hectares tout autour. Donc l'investissement de fertirrigation et du matériel pompe doseuse et tout devient acceptable et rentable. Et puis, bon, les pompes doseuses, de la première minute de fertirrigation jusqu'à la dernière, vous avez la même dose et vous êtes très précis. Dans la pratique, sol sec, je mouille, je réhydrate, j'injecte de l'engrais,
puis à la fin, je rince et j'apporte une lame d'eau pour descendre et apporter des engrais au niveau des racines. Ça, c'est très théorique. Après, combien il faut mouiller, combien de temps, j'ai envie de dire bonne chance, on ne sait pas le mesurer. On peut prendre un fer à béton et voir jusqu'où est l'eau et sa lame d'eau. Ce qu'on sait, c'est quand on arrive au moment où on est en train d'irriguer, à un moment on met de l'eau et plus les engrais. C'est plutôt quand on est avant la période d'irrigation, où il y en a déjà besoin d'amener de l'engrais, où on est un peu à essayer de raisonner ce que je viens de vous décrire. L'essai en lui-même, on avait décidé avec les gens qui étaient autour de la table quand on avait lancé ce programme, de faire 2 doses d'eau, 3 doses d'azote, et le terrain est très hétérogène, donc on était parti sur 4 répétitions. Bon, à droite, les objectifs, produire entre 15 et 20 tonnes, éviter le lessivage de l'azote et éviter l'emploi excessif d'eau. C'est le côté éco-responsable qui nous animait là-dessus. Le sol, une texture équilibrée, vous voyez en haut à droite 40% de sable, 30% d'argile, limon 28%, parfait sol agricole, mais 50% de galets, quoi. Donc en fait, un frigidaire qui est moitié, un petit frigidaire top d'un appartement parisien. On peut le traduire aussi, ça fait 65% de sable et de cailloux, donc une ERU très faible. Matière organique satisfaisante à 1,5. 1,5, pour des sols méditerranéens, on pourrait presque être content, mais c'est 1,5 de pas grand-chose, quoi, parce que dans les cailloux, je n'ai jamais vu de matière organique. Donc la fourniture d'azote estimée à 20-25 unités d'azote, c'est quand même pas beaucoup. pH équilibré, CEC faible, risque de lessivage. Les apports d'eau. Vous avez un code couleur avec 2022, 2023, 2024. Je ne sais pas si je vais citer tous les chiffres, on est un peu contraint par le temps. On lance les essais, on ne sait pas ce qui va nous attendre. 2022 fait suite à une année très sèche de 2021. 2021, c'est une année très humide pour toute la France, sauf la bordure méditerranéenne. On était à moins de 200 en recharge hivernale. Donc on était un peu du type 2023-2024. La dernière année où on a une recharge hivernale normale sur Narbonne, entre Narbonne et Perpignan, c'est 2022, puisque 2025, c'est pareil. Et 2026, on est en train de partir pareil. Donc maintenant, on est sur des recharges hivernales 150, 180, 200 mm. Des pluies de printemps qui sont normales pour la zone méditerranéenne, moins de 100 mm. 2024, 140, c'est exceptionnel et ça sauve la saison. Et puis des essais secs. Donc en fait, 260 et 360 mm, on est au niveau semi-désertique, on est au niveau des climats australiens ou californiens, où sans eau, on ne produit pas de raisin en fait. Pour donner des choses, moi ça fait 34 ou 35 ans que je suis sur Narbonne, je ne pensais pas dire ça y est, je suis en zone semi-désertique, si je n'ai pas d'irrigation, je ne peux pas faire de raisin. 10 avril 2023, 50 mm au canon, au milieu des rangées de 2,50 m. Donc en fait, on était tellement sec qu'on a pris la décision avec le viticulteur, la cave coopérative, les partenaires autour de la table, de faire tourner un canon, ce qui n'était pas simple. Et après, on a maintenu sur ces 3 années 100 mm d'eau sur la première dose et 200 mm d'eau. 100 mm d'eau, c'est le minimum légal, on va dire. 200 mm d'eau, c'est excessif. Donc, comme tous essais, la bonne dose serait peut-être à 150. Avec une courbe de gradation entre le début de saison où on commence à 0,5 ou 1 mm et on termine au double, quoi. Arrosage tous les 3 jours, terrain filtrant, automatisation, donc tous les 3 jours une dose d'eau. Et l'azote, c'est 10 apports de 4 ou 8 unités d'azote. Donc 40 unités pour 1 N, 80 unités pour 2 N, en 10 apports. Vous ne regardez pas les dates de 2022 pour des raisons d'installation ou quoi, on était un peu en retard, mais de 5-6 feuilles, un arrêt au moment de la floraison pour ne pas faire d'à-coup. C'est écrit dans la littérature, il ne faut pas faire d'à-coup d'azote ou quoi au moment de la floraison pour ne pas provoquer des avortements.
Je vous ai mis la fermeture de la grappe où on est à un peu plus de 50% des apports et on arrête autour de la véraison. Apport de magnésium, de potassium en début de saison et puis un peu de calcium pour faciliter les croissances et la formation des parois pour limiter le botrytis et d'autres caractéristiques comme ça. Premier indicateur, potentiel hydrique de base. À gauche, complètement à gauche, vous avez la flèche avec l'indicateur vert qui dit qu'il n'y a aucune contrainte, orange, mise en place de la contrainte, et rouge, vraiment une contrainte qui commence. Bon, la dose d'eau en moyenne sur les 3 millésimes, je vous présente que des résultats moyennes des 3 millésimes expérimentés. On voit qu'à 200 mm d'eau, on est en début de contrainte. C'est la moyenne des potentiels hydriques de base sur mi-juillet, début août et mi-août. Chaque année, fois les 3 années. Donc les 200 mm d'eau qui nous paraissaient excessifs, vu les millésimes qu'on a vécus, ne sont pas si excessifs que ça. Et à 200 mm, on est resté dans la zone, je dirais, de contrainte modérée. Le facteur azote, on ne l'avait pas vraiment déterminé à l'avance, mais entre pas d'azote, donc complètement à gauche, et l'apport d'azote à 100 ou 200, à 40 ou 80 unités, on a plus de contraintes, et c'est encore plus visible sur l'interaction entre les deux facteurs. Quand on met de l'azote, on fait plus de végétal. Alors on a du mal à faire des SFE sur les méthodes de cordon mécanisé et taille mécanique, mais on voyait bien qu'il y avait plus de végétation, plus d'évaporation, et en fait, quand on met de l'azote, on injecte dans le système de la vigueur et qui va être bénéfique pour ce qu'on veut produire, mais on consomme de l'eau, quoi. Donc il faut suivre, quoi. Et une des choses qu'on voit, c'est que les vignobles qui s'en sont le mieux sortis dans les zones non irriguées, des corbières et tout ça, c'est les vignobles qui n'avaient pas trop de vigueur, pas trop de développement végétatif, pas beaucoup de récoltes, certes, mais ils ont été jusqu'au bout, alors que sinon, on ne va pas jusqu'au bout. Ça, je ne vous le commande pas, c'est les delta C13. On a exactement avec les delta C13, donc c'est l'indicateur de contrainte hydrique globale de l'ensemble de la saison par mesure sur les mous. En tant qu'expérimentateur, assez content de faire des groupes en analyse de variance, même en interaction de deux facteurs, et qui disent la même chose que les potentiels hydriques de base. L'indice de chlorophylle, un très gros effet de l'azote. C'est fait avec des mesures de Dualex. Moins on met d'azote, moins on a de chlorophylle, moins on a de potentiel de création de matière par la photosynthèse. Facteur eau logique aussi. À chaque fois, vous trouvez qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de différence, mais les échelles sont toujours commençant à 0. Donc, les petites lettres au-dessus, je ne sais pas si on les voit bien, si on les voit quand même. Les petites lettres au-dessus montrent bien que les groupes sont bien différents et que quand on met beaucoup d'eau complètement à droite, j'ai pas le pointeur, mais complètement à droite, ici, c'est là. Quand on met beaucoup d'eau et pas d'azote, c'est le plus catastrophique pour la photosynthèse, quoi. C'est-à-dire qu'on met un ingrédient, mais on ne met pas l'autre, quoi. On déséquilibre. Et par contre, complètement à gauche, là-bas, c'est le contraire. Si on met les doubles doses d'eau et les doubles doses d'azote, c'est ce qui marche le mieux. L'azote assimilable dans les mous, alors ça, merveille pour les œnologues qui sont dans la salle. Un effet de l'eau, un effet de l'azote, complètement à droite pour moi, oui, pour vous aussi. 220, 230 mg d'azote quand on met deux doses d'azote. Moins 16% de 2 à 1 et moins 57% entre pas d'azote et beaucoup d'azote, quoi. Ça marche bien. Et puis vous voyez le schéma au milieu où on passe de 220 à moins de 50. Moins de 50, c'est pas d'eau, et c'est exactement ce qu'on vient de voir avec la photosynthèse. Donc sur un même essai, sur des pieds qui étaient les uns à côté des autres, on est passé de 50 à 220 ou 240 d'azote assimilable. Quel indicateur
le premier qui réagit, nous, dans tous nos essais agronomiques fertilisation, de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, dire quel est l'optimum, les deux barres qui sont complètement à droite, marron et bleu, ce n'est pas d'azote, bien entendu, ce n'est pas optimisé. On est peut-être en excès quand on est complètement à gauche, et la vérité par rapport à l'efficience de l'eau, l'efficience de l'azote et tout ça, peut-être au milieu. Après, à chacun, de toute façon, c'est un peu à chacun aussi, de fonction de ses objectifs, de voir où il veut aller. La construction du rendement, je vais vous dévoiler un peu avant de vous montrer, mais on a été un peu déçus. L'essai sur les 3 années, pour différentes raisons, n'a pas répondu sur les rendements. Ce genre d'essai, il faudrait les mener sur 10 ans. Quel rêve, mais quelle impossibilité de le faire pour X raisons. Déjà, vous voyez, alors là, je ne l'ai pas repris, ici, c'est là-bas à gauche. Le plus bas rendement en vert, c'est 2024. En 2023, c'est l'année la plus difficile. Et en fait, la plus grosse conséquence sur ce vignoble, on a sauvé la récolte qui était par l'eau, par l'azote qu'on a mis, par les 50 mm de canon. Donc on a sauvé la récolte. Par contre, on était déjà en stress et en contrainte au moment de la floraison et on a amputé le nombre de grappes de l'année suivante. On est sur les systèmes hyper performants comme ça, en permanence. Attention à ce qui se passe à la floraison par rapport à la récolte en place, mais on fait la récolte de l'année suivante. Et enfin, on est souvent à l'oublier. Donc ça explique le nombre de grappes et qui va se traduire aussi en rendement avec l'effet millésime. Donc la meilleure année, c'est 2023. 2022 avait été humide, donc on avait créé un potentiel 2023 très fort. 2022 et 2024 sont avec des précédents années très sèches. L'effet de la dose d'eau, on arrive à faire grossir des baies, donc ça marche, et pas d'effet azote. Donc à aujourd'hui, on n'a pas réussi à montrer qu'il y avait des effets azote sur cet essai pour le rendement. C'est toutes les années avec à gauche 1 H2O et dans l'ordre 0N, 1N et 2N. Et avec les limites en pointillés, les pointillés de la moyenne de l'essai sur 3 ans sur toutes les modalités, les objectifs 12 tonnes et les objectifs 15 tonnes. Dans les conditions du vignoble ouveillanais, de sol, je peux passer tout de suite à ma diapo de conclusion, 15 tonnes, c'est une grosse performance et c'est compliqué à obtenir. Il faut vraiment avoir mis tous les atouts de son côté. L'eau et l'azote apportent, mais ne nous ont pas permis dans les conditions d'environnement global du vignoble d'atteindre ces objectifs. Je rappelle ce que je vous ai dit. Effet positif de l'eau, effet négatif de l'azote sur la contrainte par l'expression végétative plus importante, gros effet de l'azote assimilable, effet de l'eau sur le rendement, l'azote. Il y a une autre chose qu'on n'a pas mesurée, qui était compliquée à mesurer, à savoir surtout combien on avait perdu. Plus il y avait d'azote, plus il y avait d'oïdium. La gestion des maladies se faisait sur 40 hectares, et bien entendu, sur mon petite implantation d'essai, on ne passait pas spécifiquement pour l'oïdium sur les placettes où il y avait trop d'azote, trop de développement végétatif et difficulté à combattre l'oïdium. Donc on a eu des pertes de rendement sur des modalités avec forte dose d'azote. Donc là, j'ai introduit la conférence que vous aurez tout à l'heure de Christophe qui parlera aussi qu'à un moment, pour obtenir ça, il y a un potentiel de départ de parcelle, 50% de galets. Le cépage, il y a des cépages très productifs ou pas productifs, le porte-greffe, le clone. Cette parcelle a mal été implantée parce que, pour des raisons économiques, on voulait absolument l'implanter 2020, je crois, ou 2019, dans 2019. Et les conditions de printemps étaient humides, on aurait dû attendre 1 an et dire à quelqu'un on attend 1 an pour planter, c'est compliqué, pour X raisons. Mais sur ce vignoble a souffert, et peut-être d'autres choses. Je vais juste ça. Je remercie Bastien Campoy, qui était le viticulteur sur cet essai, la cave d'Ouveillan Néoterra et l'Anivin de France pour son financement.